Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré au sacre de Charles X, mis à l'honneur dans une exposition événement au Mobilier National. La Galerie des Gobelins plonge le visiteur dans le dernier sacre français et notamment dans les préparatifs de cette fastueuse cérémonie, comme si on y était. Une rétrospective inédite sous le commissariat général de Stéphane Bern et dans une scénographie grandiose de Jacques Garcia que nous avons tous les deux pu rencontrer et interviewer. On en parle tout à l'heure dans la partie actu. En culture, une exposition sur l'insaisissable temps qui passe, la fabrique du temps au musée de la Poste, ou comment l'institution postale a permis d'institutionnaliser et d'uniformiser, c'est dur à dire, l'unité de temps pour tous les Français. De l'art de vivre, enfin notre rendez-vous du mercredi avec le retour du printemps du dessin. Ça sera l'occasion de s'initier à cette pratique entourée d'artistes, bien sûr, de dessinateurs et dans des lieux qui font le patrimoine de notre région. Le Mobilier National a inauguré sa très attendue nouvelle exposition consacrée au sacre de Charles X, dernier roi des Français. Nous y étions et nous avons même réussi à y croiser Stéphane Bern, commissaire général de l'exposition Le Dernier Sacre. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Stéphane Bern, merci beaucoup de nous accueillir au Mobilier National pour cette exposition qui va faire date, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, pour le bicentenaire de ce sacre de Charles X. Charles X qui par ailleurs était roi à la naissance du Figaro, je sais que vous le savez. Oui, absolument. Vous n'étiez pas encore journaliste. Bien sûr, c'est l'année. Non, mais ayant œuvré au Figaro pendant plus de 30 ans, on connaît la date de naissance de notre journal. Alors vous vous êtes questionné, finalement, quand on vous a proposé cette exposition. Il y avait de l'audace. Il y avait aussi quelques paradoxes, il y avait un côté provoque. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du caractère dans cette proposition ? Oui, il y a du caractère. C'est vrai. Pourquoi provoque ? Parce que Charles X n'est pas le roi le plus populaire du Panthéon. Il n'a pas une place particulièrement chère dans votre cœur. Ni dans mon cœur, ni dans celle des Français. Les Français, d'ailleurs, oublient que Charles X a régné après Louis XVIII, parce qu'on considère qu'après la Révolution, il n'y a plus de restauration. Charles X a régné de 1825 à 1830. La chose, pour nous, journalistes, c'est qu'il a fait des ordonnances pour limiter la liberté de la presse. On doit lui en vouloir. Difficile d'être un soutien. Difficile d'être un soutien. Et pour autant, voyez-vous, c'est une période faste de l'histoire des arts décoratifs. Et son sacre a été une sorte de chant du cygne de la monarchie française. C'est vrai, c'est le dernier roi de France, puisqu'ensuite Louis-Philippe a été roi des Français. C'est pas la même chose. Et ensuite, il y a eu l'empereur Napoléon III. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que on a pour ce sacre toutes les industries se sont mises en branle pour travailler. On a créé, c'est les premiers métiers à tisser, on a la mécanisation. C'est plus on est en pleine industrialisation. On est en pleine industrialisation. Les métiers ici arrivent d'Angleterre, on commence à travailler, on fait. Donc ça a été une explosion des arts décoratifs en France à partir de 1824-25. Alors plus que le sacre de Charles X, est-ce que c'est pas finalement le sacre des arts décoratifs, une ode à ces métiers d'art, à cette excellence à la française? Vous avez tout dit. Pour moi, c'est le sacre des savoir-faire, de l'excellence à la française, de tous ces métiers d'art qui sont à la fois conservés ici au Mobilier National et puis en même temps qui sont perpétués par les métiers du Mobilier National. Vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que quand vous ouvrez des caisses 2 siècles après, on ouvre des tiroirs, et qu'est-ce qu'on trouve ? Vous trouvez tous les tissus. Vous avez évidemment le mobilier, il est là dans les collections. Tout le mobilier. Vous avez tous les décors, les tapis, les tentures, les moquettes. Derrière, on devine tous ces métiers. Hein. Mais il y a tous les métiers. Tapissier. Et même, vous ouvrez, on montre par exemple 2 rouleaux de tissu qui n'ont pas été utilisés. Vous avez fait une blague d'ailleurs à cette occasion pendant la visite. J'ai l'impression d'être au marché Saint-Pierre. Si vous avez très envie de prendre mon mètre et de me couper un mètre de tissu de fleurs de lys. Nous aussi, hein, par ailleurs. Combien de fleurs de lys dans l'exposition ? 16 000. C'est tout ? Et puis des larmes d'argent pour le. C'est incroyable ce que vous voyez là. Mais les décors peints, imaginez ce qu'a été la cathédrale de Reims. On voit encore les appliques, si vous voulez, accrocher les morceaux de fer où on accrochait les décors. Il n'y avait pas un centimètre carré de pierre. Tout était Rien n'était laissé au hasard. Rien. Ça a été une cérémonie absolument fastueuse qui a mobilisé la France pendant quelques mois, pendant 8 mois. Il a fallu être extrêmement rapide après le décès de Louis XVIII. Exactement, pour préparer le sacre. Pourquoi cette urgence ?
Ben parce qu'il faut, le roi ne peut être lieutenant de Dieu sur terre que quand il est sacré. Et il y a toute la polémique, va-t-il toucher les écrouelles? Le roi te touche, Dieu te guérisse. Mais c'est ce qui s'est passé après la mort d'Élisabeth II en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez, nous, on a encore cet exemple, puisqu'il faut quelques mois pour préparer le sacre de Charles III. Est-ce que cette latence, elle est dangereuse, surtout quand on pense au personnage intrinsèquement finalement de Charles X? Écoutez, c'était pas vraiment dangereux. Cette latence était nécessaire pour créer. Quand vous pensez qu'il a fallu créer des milliers de pièces de vaisselle, les fours de Sèvres, on n'en pas cessé de travailler pendant ces 9 mois, ces 8 ou 9 mois, tellement il fallait produire. Les maîtres tissiers de Lyon ont travaillé comme des fous. D'ailleurs, ils en ont profité pour produire, et ça a provoqué ensuite la révolte des canuts quelques années plus tard, parce que les conditions de travail des ouvriers étaient terriblement rudes. Donc vous voyez, ça a une incidence politique, économique, sociale, culturelle. C'est ça qui est intéressant avec ce sacre. Au fond, vous avez le sentiment que c'est juste une exposition sur les arts décoratifs de sacre de dernier roi, mais au-delà de ça, ça raconte notre histoire et surtout cette permanence des collections et des savoir-faire français. Est-ce qu'on peut parler de concurrence, de pression avec Georges IV? Oui, il y a eu cette il y a un côté peut-être un peu de surenchère donc dans bien sûr, la rivalité avec l'Angleterre a toujours été présente. Georges IV a eu un sacre incroyable. Il fallait absolument que la France, qui se prétendait la première puissance européenne, soit en capacité de rivaliser, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais au final, ce sacre n'aura pas coûté très cher. 30 millions d'euros, 30 millions c'est pas très cher. Par rapport à ce que coûte aujourd'hui une cérémonie. Par exemple, les Jeux Olympiques. Bah oui, on est à plusieurs centaines de millions. Et c'est vrai que quand on voit ce faste, c'est difficile par ailleurs à imaginer. Vous parlez du coût. Oui, c'est difficile d'imaginer, mais c'est ce que j'essaye de voir toujours au lieu de, parce qu'on a des âmes de comptables aujourd'hui, vous le savez. On voit ce que ça coûte, on voit jamais ce que ça rapporte. Et ça a rapporté énormément à l'industrie française. D'abord parce que il y a eu des foires autour du sacre. Et ces foires ont attiré des visiteurs du monde entier qui sont venus acheter. C'est une sorte d'ambassade finalement. C'est comme une exposition universelle. Oui. Et regardez, je reviens non pas à Charles X, mais à Charles III. Eh bien, le sacre, le couronnement de Charles III d'Angleterre a rapporté plus à la couronne britannique qu'il n'en a coûté, parce que justement, avec les nuitées, les gens qui se sont déplacés, qui sont venus, qui ont dépensé de l'argent à Londres, eh bien, il s'est passé la même chose entre Paris et Reims. Tout le monde voulait en être. Tout le monde a voulu dépenser, acheter, et les tissus lyonnais ont eu une vogue incroyable. Mais je pense aux passementeries d'Allemagne, mais je pense à tous les métiers d'art qui ont travaillé pendant des mois. Là, on parle de l'univers esthétique, il y a aussi un univers politique, celui de la Restauration, et des paradoxes finalement entre un régime qui est écartelé entre la nostalgie du passé et puis finalement les acquis de la Révolution. Est-ce qu'on sent cette tension dans ce sacre et dans les pièces qui sont présentées ici? C'est-à-dire qu'on veut la gommer, on sent qu'on veut la gommer. C'est que Charles X était le roi qui n'avait, disait-on, rien appris, rien compris. Vous partagez ce... Je partage ce sentiment. Je pense, voyez-vous, qu'il était pétri d'Ancien Régime et que c'était un brave homme, très gentil, assez fidèle, mais qui n'a pas compris que la France avait changé, que la charte constitutionnelle était passée par là, qu'il y a eu la Révolution et l'Empire. Il pensait, lui, qu'il y avait juste eu la Révolution et que maintenant la récréation était terminée et qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Non, les Français avaient changé et surtout, Napoléon avait créé une nouvelle noblesse, une nouvelle élite. Et cette élite, prête à s'élever. Et oui, et cette élite se sentait mise sur la touche par les vieux de l'Ancien Régime qui revenaient. Donc je crois que c'est ça qu'il n'avait pas compris. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y a eu un hiatus entre la société. Il n'a pas compris. Et ce sacre voulait être un sacre d'Ancien Régime. Et c'est en cela que je vous dis que c'est le chant du cygne de la monarchie française. Justement, quand vous parlez de chant du cygne, est-ce qu'on peut déjà y déceler la fin d'un cycle, la fin de la monarchie? Oui, alors je ne sais pas si dans les attributs du sacre on peut voir cela, mais dans la manière dont c'est perçu par l'opinion publique, oui, parce qu'il y a à la fois ceux qui chantent les louanges, je pense à Lamartine, je pense à Victor Hugo, mais vous avez les chansonniers très populaires comme Béranger qui disent des horreurs sur le sacre de Charles X, et surtout il y a un problème à ce moment-là en 1825, c'est que les gens ne peuvent
plus du poids de la religion et trouve que ce roi ultra catholique, très dévot, eh bien, est insupportable pour l'opinion qui a voulu s'affranchir. Donc le décalage se creuse. Alors oui, il y a des fêtes populaires, oui, les gens sont très contents, mais en apparence, ceux qui sont invités, ceux qui ne sont pas invités, j'imagine, ça doit un peu tirailler quelque peu. J'imagine. On devine derrière vous cette scénographie incroyable, celle de Jacques Garcia, qui a travaillé pour nous faire revivre ce moment incroyable de l'histoire, ce sacre. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de pouvoir présenter quelque chose d'aussi réaliste, d'aussi poussé, d'aussi abouti? Écoutez, quand on m'a confié ce commissariat général, j'ai dit il y a un seul homme qui peut faire ça, c'est Jacques Garcia. Pourquoi? Parce que d'abord, il a la connaissance, il a la sensibilité, il a le savoir-faire, il aime ça. Il aime magnifier les choses. Et je pense que dans une époque où on veut tout regarder vers le bas, toujours tout abaisser, il y a une volonté d'élever. Il a une volonté d'élever, de rendre à la France sa gloire et sa majesté, qui n'a rien de monarchique. C'est pas un acte de foi. C'est simplement de lever le regard, de dire ben voilà. Et vous voyez, il y a une chose qui frappe, on a tous remarqué ça. Quand vous confiez une scénographie à quelqu'un qui fait des petites choses, les portes sont toujours basses. Quand vous confiez la scénographie à Jacques Garcia, vous voyez, on est toujours tiré vers le haut. Toujours. C'est-à-dire qu'il voit les choses en grand. Et je pense qu'il était le meilleur magicien pour mettre ses trésors en scène et faire plonger le visiteur dans une exposition immersive. On est en 3D, vous avez les personnes. Vous avez parlé d'univers olfactif, c'est difficile pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Vous le sentez? Moi, je le sens. Alors là, par exemple, il y a l'odeur de l'encens de la cathédrale du Sacre, vous avez la musique du Sacre, mais quand vous êtes dans la salle du catafalque, vous avez le requiem et la myrte, et un peu plus tard, vous avez d'autres parfums, c'est la maison Trudon qui a réalisé ça, je trouve ça fabuleux, mais oui. Donc vous voyez, tous les arts se sont collectivement unis pour faire de cette exposition, j'espère, un vrai succès populaire. Charles X, finalement, est un accessoire. Exactement. De cette exposition. C'est le type qui porte la couronne. D'accord, on va dire ça. Vous nous expliquez un peu ce qu'on voit derrière nous? Là, vous avez le manteau du Sacre, regardez, avec l'hermine royale, mouchetée et constellée de fleurs de lys d'or. Tous ces tissus sont là, regardez. Ça, c'est l'uniforme rebrodé, surbrodé de Talleyrand. Plus vous avez de boutons dorés, plus vous avez de broderie, plus vous avez un haut rang dans la cérémonie du Sacre. Les tabards pour les maîtres d'armes qui portent les 3 fleurs de lys, qui accompagnent le roi de France. Tout cela est... Et tout ça existe, vous voyez, c'est pas une invention, tout ça était dans les tiroirs. On a bien fait de les ouvrir alors, ces tiroirs. On a bien fait d'ouvrir les tiroirs. Comme quoi, je dis toujours aux gens, ouvrez vos tiroirs, vous allez trouver des trésors. Vous avez pas tort, vous avez pas tort. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous émeut particulièrement parmi les collections qu'on peut découvrir dans cette exposition? Oui, il y a forcément ce manteau du Sacre, il y a ces tissus, mais peut-être la Sainte-Ampoule que j'avais déjà vue au Palais du Tau à Reims. Vous avez négocié? Oui, il a fallu avec le Centre des Monuments Nationaux, mais Marie Lavandier était très compréhensive parce que le Palais du Tau est fermé au public. Mais si vous voulez, les gens ont compris notre volonté, la volonté de faire une exposition unique qu'on ne reverra plus. Parce que d'abord, nous ne serons pas là dans 100 ans pour le tricentenaire, et d'autre part, je pense que on est à l'orée des chemins, je crois. On est encore à un moment de notre histoire où il y a encore un public qui peut comprendre. Je ne sais pas si dans un siècle, on pourra encore comprendre tout ce travail du savoir-faire français. Alors profitons-en maintenant. Profitons-en. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci infiniment. On a eu la chance d'en profiter. On vous invite évidemment à aller découvrir cette exposition magnifique et on va continuer d'en parler en plateau avec nos 2 excellents invités. Geoffroy Caillet, vous êtes rédacteur en chef pour le Figaro Histoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Hélène Cavalier, vous êtes directrice adjointe des collections du Mobilier National. J'imagine votre fierté de pouvoir présenter une exposition comme celle-ci. Stéphane Bern a déjà dit pas mal de choses concernant les contours de cette exposition. Qu'est-ce que ça représente pour le Mobilier National? Pour le Mobilier National, c'est vraiment une mise à l'honneur à la fois des collections et à la fois des ateliers, parce qu'il faut s'imaginer derrière cette production d'exposition, dans chaque atelier, les soins donnés aux couronnes, donnés aux textiles, donnés aux fauteuils, aux sièges, aux lits, et donc pour que tout
vous paraissent absolument magnifiques et tout neufs. Il y a aussi un effort, par exemple, sur les dés. Vous allez voir, c'est une exposition où on a reconstitué tous les dés du Sacre qui n'avaient pas été montrés depuis 1830. Donc, vous les verrez qu'une fois dans une vie déjà. Et du coup, quel effort et quel travail que ces ateliers qui à la fois les ont remis en structure et puis à la fois qui sont montés assez haut pour vous faire découvrir ces merveilles. C'est vrai que c'est un travail colossal, on s'en rend compte quand on est sur place. Geoffroy Caillet, vous avez eu la chance de découvrir cette exposition un peu en avant-première. Qu'est-ce qui vous a tout de suite marqué? À quel moment vous avez dit oui, c'est une vraie réussite et vous avez eu envie finalement d'en parler dans les pages du Figaro Histoire? J'ai trouvé déjà qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était un donné de départ, qui est que la galerie des Gobelins épouse exactement la forme de la nef de la cathédrale de Reims. Et alors, c'est un signe. C'est un signe. Hein, il y a 2 niveaux dans la galerie des Gobelins et la séquence du Sacre, c'est-à-dire la cérémonie du Sacre proprement dite, est inscrite dans une séquence plus longue qui commence avec les funérailles de Louis XVIII et qui se termine avec les souvenirs après le Sacre. Et l'ensemble de ces 2 longs espaces déclinent chacun une séquence du Sacre, sachant qu'évidemment la partie principale, la reconstitution de la nef de la cathédrale de Reims, occupe une bonne partie de l'étage supérieur, long comme cette nef, et le parti pris de restitution, notamment avec ce décor éphémère qui existait à l'époque pour le Sacre, de toile peinte, de carton pierre dans la cathédrale de Reims, avec ce style néo-troubadour qui venait d'être inventé par la duchesse de Berry, la belle-fille de Charles X justement, a quelque chose de fascinant. On a l'impression, le modèle presque du Sacre de Charles X, dont rend très bien compte l'exposition, c'est quasiment La Belle au bois dormant de Walt Disney de 1957, vous voyez, par anachronisme, c'est-à-dire un Moyen-Âge de fantaisie, lointainement inspiré du XIVe siècle, avec des personnages tout en longueur, comme sur les tapisseries médiévales, et c'est cet univers coloré, merveilleux qu'on redécouvre de façon absolument frappante dans l'exposition. Avec, c'est vrai, des collections uniques. J'imagine que pour vous, c'est une fierté aussi de pouvoir les valoriser et de pouvoir peut-être ouvrir les portes du mobilier national à un public plus large. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a vraiment, on voit dans la galerie les familles qui viennent, puisque les enfants peuvent arriver déguisés en mousquetaires ou en chevaliers ou toutes sortes de déguisements. Et puis, on a aussi vraiment, tout public, là, vraiment. Et on l'a dit, c'est le Sacre des arts décoratifs, finalement, indépendamment évidemment de la personnalité et du personnage de Charles X, et puis bien sûr de ce contexte historique dont parlait tout à l'heure Stéphane Bern, ces arts décoratifs qu'on aime redécouvrir de manière un peu scénographiée à 100%, et puis finalement on nous raconte une histoire. C'est vrai que c'est génial quand on est public, quand on est visiteur. Complètement. C'est à la fois l'histoire politique du Sacre, ce roi qui a décidé de se faire sacrer alors que son aîné Louis XVIII finalement avait renoncé au dernier moment. Il y a une charte constitutionnelle qui donne des droits à la monarchie, qui donne des droits au peuple, dans la monarchie, qui instaure une monarchie constitutionnelle. Donc le Sacre n'est plus tellement évident. On est 50 ans, année pour année, après le Sacre de Louis XVI. Sauf qu'entre les deux, Stéphane Bern l'a rappelé, il y a eu la Révolution et l'Empire. Donc il y a ce paradoxe politique qu'il faut affronter dans le Sacre. Mais il y a aussi dans ce Sacre, le Sacre du savoir-faire français. Et c'est c'est vraiment les deux qui qui ont été réunis. C'est un double événement qui a eu lieu le 29 mai 1825 à Reims, et qui vous est restitué, qui nous est restitué à nous visiteurs aujourd'hui au Mobilier National. On parle aussi bien des arts décoratifs que de l'événement politique. Tout à fait. Et c'est plus facile quand même de se figurer ce à quoi ça pouvait ressembler quand ça nous est présenté de cette manière-là. Oui, parce que quand vous avez devant vous étalé le manteau du Sacre qui doit faire 5 mètres de long, c'est exceptionnel. Un manteau de Sacre, vous envoyez dans des dessins animés, vous envoyez dans les films, vous envoyez encore au couronnement de Charles III, par exemple. Mais avoir celui du dernier roi de France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, il existe encore. Oui, il a été parfaitement conservé. Et oui, le Mobilier National nous le présente aujourd'hui. Hélène Cavalier, vous nous aviez accompagné d'ailleurs dans cette visite en nous racontant l'histoire de ce carrosse royal, c'est pas rien, et le difficile exercice du plan de table. On vous retrouve à l'image. Là, on est devant un objet quand même qui est assez fascinant. Une reconstitution partielle donc. Comment est-ce que vous avez travaillé? C'est le carrosse du Sacre de Charles X. Qui est fabriqué en 1800, qui est fabriqué dans les préparatifs du Sacre. On découvre sur ce tableau finalement ce que représentait ce cortège. Combien de chevaux dans ce cortège? On a 179 chevaux qui composent intégralement le cortège. On a 8 chevaux qui tirent le carrosse. Vous voyez ici les harnais de grand gala qui sont conservés à Versailles. Vous avez des plumes d'autruche et vous avez l'impression que c'est déjà riche, mais ça n'est pas riche. Vous avez aussi des passementeries qui les couvrent complètement, qui sont faites par d'Allemagne et que vous voyez dans cette vitrine.
Alors, est-ce qu'on a rivalisé avec Georges IV? On a rivalisé avec Georges IV. Mission accomplie, donc. Voilà. Alors, où sommes-nous? Alors, nous sommes ici dans le bureau du ministre de la Maison du Roi, d'Oudoville, avec l'ensemble de son équipe qui prépare le sacre. Et nous sommes en train de plancher avec le marquis de Dreux-Brézé sur l'affaire la plus importante, qui est savoir placer ce petit monde qui va être invité dans la cathédrale, ex-révolutionnaire, ex-bonapartiste, sans opinion, monarchiste ou monarchiste. Donc, c'est un casse-tête. Exactement. Alors Dreux-Brézé n'est pas à ses premières armes, puisqu'il avait déjà organisé les États généraux de 1789. Il a pris la bouteille depuis. D'accord. Et donc vous allez voir par exemple qu'il y a un certain nombre de protocoles de la Révolution qui sont effacés. On n'accueille plus les familles nobles de droit dans cette salle. On leur écrit que le régime a changé, la Révolution est passée et les acquis sont là. Et donc on invite des représentants de toute la population française à travers les députés d'un côté et à travers les présidents des conseils généraux. Et donc vous voyez pour le placement, les uns sont dans des stalles, les autres vont être sur des banquettes par ordre alphabétique strict de département. Vous avez aussi des pieds, un peu comme sur la Marauders Map dans Harry Potter. Ce sont les officiers du roi qui ne vont pas bouger du cérémonial et qui vont tenir ce cérémonial sous la baguette de Dreux-Brézé. Qu'est-ce qu'une place de choix pendant ce sacre? C'est une bonne question. Toutes les places sont bonnes puisque vous voyez que le roi a été représenté sous un dé à chaque endroit du cérémonial. Donc même si vous n'avez pas la jumelle pour tout voir, vous avez quand même les symboles forts qui sont montrés. Donc toute place était bonne à prendre et on s'est battu pour y entrer. J'imagine qu'en effet, la bataille a été féroce. Merci de nous avoir présenté ce plan également. Alors là, c'est un petit échantillon de ce qu'on peut découvrir sur place. Comment c'est organisé finalement? Oui, et ben, l'exposition va vous montrer un peu comme un teaser les préparatifs de J-8 mois jusqu'au sacre. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité britannique entre la mort d'Élisabeth II et l'avènement et le couronnement du roi Charles, ben on avait la presse qui s'empressait de dire alors où est-ce qu'on en est des préparatifs des carrosses, où en est-on des protocoles. Alors là, on va suivre dans chacun des ministères les préparatifs. Donc d'abord chez Dreux-Brézé, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on invite, comment est-ce qu'on va changer les formules puisque désormais la révolution est passée et qu'est-ce qu'on doit adapter. Ensuite, on va voir un peu les achats, on va voir les carrosses, les préparatifs des carrosses qui demandent beaucoup d'efforts puisqu'on fait travailler à cadence de nuit avec des gardes pour pas distraire tous les artisans. Et puis ensuite, on arrive aux garde-meubles qui vous montrent des magnifiques décors de tout ce qui est envoyé à Reims et où le roi dit mais j'ai l'impression d'être aux Tuileries. Et ensuite, vous arrivez à l'étage et à l'étage, vous avez la cérémonie, vous êtes l'hôte de la cérémonie heure par heure. C'est vrai, en plus on gravit ces marches et tout de suite on est projeté en effet dans la réalité de cette cérémonie. Exactement, vous arrivez à 5h du matin, vous êtes prêt pour entrer dans la cathédrale, le roi arrive, vous voyez les régalias et puis ensuite le déjeuner et les cérémonies, puisque vous imaginez que cette cérémonie c'est qu'une seule journée, mais pour le roi c'est quand même un marathon finalement d'un bon mois de visite officielle qu'on évoque plus tard. Le banquet qu'on découvre en images qui est aussi évidemment l'un de ces temps forts dans ces cérémonies évidemment fastueuses. Vous qui y êtes allé, Geoffroy Caillet, quelle est la pièce, quel est l'objet qui vous a le plus intéressé, qui vous a fasciné, qui vous a donné envie d'y retourner? Moi, de toute façon, absolument et définitivement le manteau du sacre, qui est vraiment, je le disais, une pièce exceptionnelle. Une pièce exceptionnelle. Alors le manteau d'origine existe toujours, il est au Palais du Thau à Reims, qui est le palais archiépiscopal où Charles X justement a logé pendant la semaine de cérémonie du sacre. Il va être bientôt restauré intégralement et là on a son jumeau qui a été commandé l'année suivante en doublon par le roi Charles X pour servir aux cérémonies funéraires de ses parents et qui est conservé à Sens. Donc c'est un manteau qui est conservé dans le trésor de la cathédrale de Sens, mais c'est exactement le même, en velours de soie violet. Il y a quelque chose de très significatif en plus sur ce manteau, c'est que le brodeur d'Allemagne a dû fournir des habits brodés pour toute la cour, et notamment évidemment pour les princes du sang et pour le roi, le manteau du sacre. Et donc, c'est du meilleur velours lyonnais qui existe, qui vient de fabrique lyonnaise. Mais dans l'urgence, on a dû aller un peu vite pour la Cantille d'or. Et Hervé Lemoine, le directeur du Mobilier National, le rappelle dans le catalogue. On trouve sur le manteau du sacre de Charles X des pièces en fer blanc estampées et coloriées, c'est-à-dire un procédé industriel pour aller plus vite. Ce qui vous prouve que même, si vous voulez, au cœur c'est-à-dire le sommet des arts décoratifs français est aussi fait en 1825 d'une part d'industrie
d'industrialisation haut de gamme évidemment, mais les moyens techniques de l'époque ont permis justement de pallier le peu de temps dont on disposait pour que tout soit prêt au moment du sacre. Parce qu'il fallait tenir en effet les délais, et 8 mois c'est court, surtout quand on découvre en effet la majestuosité de ces collections, des collections uniques dans une scénographie très ambitieuse. J'aimerais qu'on écoute quand même les mots de Jacques Garcia, qu'on a également eu la chance de rencontrer. Et les commissaires d'exposition nous ont sorti des documents inimaginables, d'un point de vue textile déjà, inimaginables. C'est les fameux tiroirs dont parlait Stéphane Bern tout à l'heure. On a tout, on a tout, parce qu'il n'y a pas eu de révolution depuis. Donc on a tout. Tout est resté dans les tiroirs. C'est pas comme à Versailles où tout a été vidé, vendu à l'encan. Il faut aller acheter ça à New York, à Los Angeles, à Berlin, je ne sais quoi. Là, le matériel est à disposition. Là, tu vas dans les tiroirs, tu tires, c'est bon. Et donc derrière, c'est un matériel de création pour vous, j'imagine, qui est inimaginable. Qui a toujours été un matériel de création, car tous les artisans viennent ici pour trouver quelle technique on a utilisée pour la passementerie, pour la broderie, tous ces documents sont ici. Par exemple, Tassinari et Châtel, les grandes maisons, le Manac, etc. Leurs tissus, souvent, ils viennent prendre des échantillons pour les renouveler et les recopier ici. Alors après, il fallait évoquer tout ça, que ce ne soit pas ennuyeux, que ce soit pas... Il fallait raconter une histoire aussi au public, évidemment. Une histoire que vous commencez à la mort de Louis XVIII. Alors moi, je démarre avec la mort, je vais vers la gloire, et je finis avec la mort. C'est l'idée de... La boucle est bouclée. C'est la boucle est bouclée. D'accord. On démarre avec le catafalque de Louis XVIII. Pour expliquer une chose très importante, ça n'a jamais bougé de tout l'Ancien Régime. On a une très belle gravure qui nous montre Louis XIV à Versailles. On reconstitue un catafalque, c'est pratiquement le même. Donc 150 ans après ou 130 ans après, c'est exactement pareil. Donc c'est pour vous dire que les choses ne bougent pas de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sacrées. Et quand on ne touche pas au sacré... Qu'est-ce qu'on voit derrière vous ? Alors on voit une salle intéressante parce qu'elle évoque assez bien, là on n'est pas dans le faste et deux grandes pièces, on est dans un endroit reconstitué déjà à l'époque, puisqu'on le loge dans un endroit qui n'est pas bien, puisque c'est, comme vous savez, pourquoi est-ce qu'on le fait loger dans cette chambre dans le peuple finalement ? Bon, il n'y avait pas de place, voilà. Donc on décore à cette occasion, donc on met un joli papier peint qu'on fait faire, on a fait refaire un papier peint à l'identique, par des maisons qui sont encore aujourd'hui très très performantes et qui arrivent à faire la même chose. On ramène à des tapis sublissimes, et les tapis commandés par Louis XIV pour la galerie du Louvre, que Louis XIV utilisera à Versailles. Et évidemment, on amène un lit, ça se passe de tout commentaire, plutôt somptueux, mais comme là où il doit dormir, le lit est en bois et plutôt simple, ce qu'évoquait... Le bois de noyer. Le bois de noyer, pour un roi... Pas assez noble. La ferraille, ça va, parce que c'est un terme militaire. Mais le bois de noyer, non. C'est ou le bois doré ou la ferraille. Donc c'est ou tout l'un ou tout... La puissance, elle est toujours ou en bas ou en haut. Les extrêmes. Elle n'est jamais au milieu. Le talent de Jacques Garcia dont on ne cesse de s'émerveiller. C'est important, une scénographie réussie pour aller justement chercher du monde, embarquer un public dans une vraie expérience, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est ce que cherchent les visiteurs. Ils sont de plus en plus exigeants. On les abreuve de propositions d'expériences immersives. C'est important aujourd'hui de trouver les clés. Oui, et d'autant plus pour Mobilier National où on réalise les décors de la République. Et pour nous, une exposition, ça n'est pas des objets mis dans des vitrines, mais c'est des décors. Il faut qu'on y soit, comme le roi il a l'impression d'être aux Tuileries, là on a l'impression d'être devant le carrosse, d'être aux Tuileries, d'être dans la cathédrale. Et puis on s'est vraiment amusé sur l'ensemble de ces pièces. On voit aussi la salle avec le festin, où on a reconstitué un peu le Palais du Thau, mais adapté aujourd'hui avec la pâte des papiers Dauphard qu'on est allé chercher en Touraine. Puis c'est l'occasion aussi, j'imagine, dans le cadre d'une exposition comme celle-ci, de continuer à valoriser ces métiers, ceux qui aujourd'hui restaurent, permettent de retrouver ces décors incroyables, d'aller aussi dénicher ces objets d'art, retrouver des collections, les restaurer pour certaines. C'est important de mettre en lumière aussi ces métiers. Ah oui, je pense que c'est capital. Et d'ailleurs, c'est une des demandes, moi je l'ai vu avec des visiteurs, qui revient le plus souvent, c'est mais qui sont les gens qui ont fait ça, qui ont restauré ça en tout cas. Et donc qui sont les continuateurs
créateurs, des artisans d'origine qui ont tissé le velours de soie à Lyon, qui ont fait de la dorure sur bois sur tous les meubles que vous avez, qui se sont occupés des bronzes dorés, de la lustrerie, etc. Et des métiers magnifiques dont on a beaucoup parlé d'ailleurs à l'occasion de la réouverture aussi de Notre-Dame de Paris. Exactement. C'est un très beau coup de projecteur sur ces métiers-là. Il y a tous les ans la journée des métiers d'art. Oui. Il y a aussi les journées du patrimoine qui permettent de remettre en valeur ces métiers. Mais c'est vrai que le grand intérêt de cette exposition, le dernier sacre, c'est de donner, après Notre-Dame, un nouveau coup de projecteur à tout ce qu'on devine de petites mains derrière qui ont restauré et dont c'est aujourd'hui le métier aussi de créer. Pour certains, je pense aux tapisseries, qui est une des activités importantes du mobilier national, de créer encore aujourd'hui des objets beaux à admirer et qui font vraiment la fascination des visiteurs. Je dois dire que c'est des métiers magnifiques. Quand on était avec vous, Hélène, on avait rencontré Pasquale Mascoli, qui est décorateur et qui, justement, il était en train de discuter avec vous jusqu'au dernier moment d'un portrait, de quelque chose à ajouter, et on voit que c'est un travail de collaboration et d'intelligence. Il nous a ajouté une petite plainte le dernier jour parce qu'effectivement, dans l'effet global, c'était mieux et c'est vraiment effectivement magnifique. Pasquale Mascoli viendra pour la nuit des musées, donc pour ceux qui veulent une excellente occasion de le rencontrer et de découvrir son talent. Une question peut-être sur la manière dont vous allez vendre cette exposition au grand public. Est-ce qu'il faut absolument connaître l'histoire de France, être aussi féru d'histoire que Geoffroy Caillou? Est-ce qu'il faut absolument connaître Charles X? Est-ce qu'il faut être absolument passionné d'objets d'art pour y trouver son compte? Non, on vous plonge vraiment dans des univers et vous découvrez progressivement. Donc on vous a mis l'arbre généalogique de la famille en biscuit de Sèvres. On vous a mis... Donc si vous avez aimé le Comte de Monte Cristo, le film Edmond, vous êtes plongé dans le 19e siècle et vous n'avez qu'à vraiment admirer et vous laisser en fait bercer dans cet univers que vous allez commencer à apprécier. Au-delà de la politique, vous allez découvrir vraiment une période complète. Je vous le confirme parce que c'est une exposition magnifique. On était très émus de la découvrir. Je soulève cet ouvrage très complet qui vous a permis aussi d'aller y glisser tout ce que vous ne pouviez pas mettre dans l'exposition. On n'a pas pu faire venir les carrosses des Condé, les carrosses du duc de Northumberland. Faire des choix. Qui était le magnifique ambassadeur anglais qui était venu avec 1 300 000 livres de pierreries sur lui. Et donc tout ce qu'on n'a pas pu mettre, on l'a mis en poids et en quantité et en visuel dans ce magnifique catalogue qui est vraiment, on va dire, une suite du grand catalogue sur les arts décoratifs français au 19e siècle. Donc c'est un document beaucoup d'inédits. Voilà. Très bel objet également. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour qu'on continue à évoquer cette exposition, je le redis, qui était absolument sublime et qui va continuer de nous émerveiller. C'était au Mobilier National à la Galerie des Gobelins, le dernier sacre. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Et on continue avec la culture. C'est parti. On continue cette émission avec une page culture et je dois dire que je suis très heureuse de pouvoir parler de cette exposition avec quelques mots peut-être de Barbara pour commencer. Dis quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Vous avez compris, on va parler du temps, cette unité absolument insaisissable au cœur de nos existences et au cœur de la nouvelle exposition du Musée de la Poste intitulée La Fabrique du temps, qui a choisi une manière différente de traiter notre rapport à cette activité, à cette unité de temps qu'on a bien du mal à définir. On va en parler avec vous, Céline Neveu. Vous êtes commissaire de cette exposition, une exposition sur la notion du temps. Alors c'est un travail qui est à la fois complexe, mais c'est aussi fascinant parce que c'est une unité qui est par essence extrêmement difficile à définir. Effectivement, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de pouvoir parler de l'exposition La Fabrique du temps qui ouvre ses portes depuis quelques jours au Musée de la Poste. Et effectivement, en fait, la notion de temps est intimement liée à la Poste qui doit le respecter, le maîtriser et potentiellement pouvoir l'accélérer dans ses activités. Et en fait, en faisant des recherches, on a retrouvé qu'en 1839, la Poste a été initiatrice d'un temps coordonné sur le territoire pour pouvoir mener à bien ses activités. Et du coup, c'est le point de départ du propos de l'exposition, ce besoin de coordination temporelle. Et donc d'uniformisation aussi sur l'ensemble du territoire. Voilà, une première action bien avant, évidemment, l'heure de Paris, l'heure de Greenwich. Voilà, la Poste était derrière pour impulser cela. Donc ça commence avec on voit un cadran solaire, un petit annuaire du bureau des longitudes qui permet de caler en fait les horloges. Il fallait les régler, si possible, plusieurs fois par jour pour pouvoir mener à bien cette mission qui était difficile. Voilà. Tout à fait. Et c'est là où on comprend
que la Poste, l'histoire de la Poste est intimement liée, de par l'essence même de son activité finalement, à cette gestion du temps. Vous êtes donc extrêmement crédible et légitime dans le fait de dérouler une exposition comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est que on va découvrir l'histoire de la Poste, les avancées aussi qu'a permis l'institution qu'est la Poste sur cette gestion du temps. Je pense aussi à 1864 avec les bureaux de poste qui s'alignent sur les gares ferroviaires. Là, elles sont réglées sur le méridien parisien. On est toujours dans cette logique d'uniformisation du temps. C'est vrai en 1933 avec la création de la première horloge parlante au monde en collaboration avec l'Observatoire de Paris et les PTT. Et là, c'est un moment exceptionnel aussi, finalement, dans cette grande frise chronologique qu'est celle du temps. C'est encore dans la partie introductive et pour cette partie historique, mais c'est vrai que c'est en collaboration avec les PTT qu'il y a des lignes qui étaient disponibles pour pouvoir appeler l'horloge parlante et avoir en direct l'heure. Et donc ça s'est terminé en 2022 avec les réseaux, Internet, plus besoin de se connecter par téléphone. Les choses sont faites. Voilà. Le parcours de l'exposition est intéressant. Vous avez choisi une scénographie contemporaine avec 3 temps forts. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le parcours, il est ponctué par des éclairages scientifiques d'Étienne Klein. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont fascinants parce que cette voix qui nous guide, c'est aussi une manière de continuer à apprendre des choses. Et pour ne perdre personne en route, vous avez choisi aussi d'être assez didactique. On l'a vu là avec ces dates clés qui forgent l'existence de la Poste et de cette gestion du temps. Comment est-ce que vous l'avez construite? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Alors en fait, le parcours s'articule effectivement en 3 parties. Donc la première, c'est en temps réel. Donc ce que je voulais, c'est qu'on soit immédiatement plongé dans une expérience de visite dans l'exposition. Donc toutes les œuvres d'art sont connectées à l'heure qu'il est sur nos montres et téléphones. C'est génial. Voilà. Donc le but, c'est de tout mettre de côté, et d'être ancré dans l'instant présent pour vivre ce moment. Et puis tout le long de l'exposition, c'est un jeu un peu à l'image du tic-tac et d'un balancier d'horloge entre les objets des collections et des interprétations par des artistes contemporains. Donc par exemple, pour donner l'heure, donc les horloges, dans les fonds photos du musée, on a une installation avec une 60aine de photographies de bureaux de poste depuis 1889. Et à chaque fois, en fait, on voit l'horloge et on arrive à lire l'heure qu'il est sur l'horloge. C'est génial. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux de voir sur plus d'un siècle. L'horloge est toujours là. Elle file, mais dans un mouvement cyclique, c'est là où Étienne Klein apporte ses éclairages pour nous dire que ça nous rassure effectivement ce mouvement cyclique, parce que le temps ne s'écoule pas du tout comme ça. Donc voilà pour la première section en temps réel. Cette section, elle est très intéressante parce qu'on nous parle en effet, et vous avez raison de dire que c'est vertigineux, d'instantanéité. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les œuvres Standard Time de Marc Formanek, l'horloge également de Véronique Joumard, tout en précisant que l'heure de Paris n'est pas celle de Tokyo ou de New York. Ça, c'est Patricia Reed qui nous donne toutes les heures du monde grâce à son horloge. Perfect Present. Là, j'adore encore le clin d'œil. C'est vrai qu'on aime bien nous titiller avec ce que représente le temps, ce qu'il veut dire, et c'est perturbant comme valeur, comme unité de temps. En fait, c'était un peu ça l'idée aussi, c'est d'emmener les visiteurs à se poser des questions, à la fois donner des clés de compréhension, expliquer comment la Poste dans cette histoire sur le temps se situe, quelle est son importance, et puis aussi ouvrir des portes et des éclairages scientifiques et philosophiques grâce à Étienne Klein, qui est conseiller scientifique de l'exposition. Il y a 50 photos qui montrent la place centrale de l'horloge aussi dans les bureaux de poste. Là encore, vous avez cherché à continuer à faire le lien avec l'institution qu'est la Poste, et ça a du sens tout au long, je dois le dire, de cette exposition et de cette proposition. Dans une deuxième section, on joue avec le temps, on reprend un peu la main quand même, parce que c'est vrai que là, on se faisait un petit peu malmener. On le regardait passer, mais on n'avait pas la main dessus. Effectivement, la deuxième section jouait avec le temps. Donc là, le parti pris, j'ai choisi des artistes qui détournent ces instruments de mesure du temps. Donc là, plus rien ne donne l'heure. Donc en fait, c'est comme... ça, c'est le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. On rentre dans cette section avec une vitrine. Et ça, en fait, c'est une maquette d'un timbre poste de la Poste de Guernsey, un dessin de Keith Robinson, qui est l'artiste, une aquarelle. Voilà, donc ça c'est pour rentrer dans le propos. Et donc dans cette section, par exemple, on a une horloge qui est figée dans la glace de Laurent Pernaut. On a une horloge qui est récalcitrante au temps qui passe, avec une projection où c'est le plafond. Ça, c'est l'être humain finalement. Voilà. Le plafond l'empêche d'avancer, donc il est entre 10h51 et 52, mais le temps ne s'écoule plus. Et du coup, pour le côté poste, si on joue avec le temps, on peut aussi l'accélérer. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est le transport du courrier et des messages. Et donc on a une très jolie lithographie de 1949 qu'on verra défiler, qui parle de la livraison du colis par avion. Plus récemment, il y a eu la campagne fin des années 80 sur Chronopost, les maîtres du temps. Et puis pour arriver jusqu'à aujourd'hui et la Poste contemporaine, la livraison par drone dans les derniers kilomètres, dans des lieux difficiles d'accès. On se rend compte aussi que ça amuse beaucoup les artistes, que c'est une matière de création qui les inspire énormément,
parce qu'il le détourne, parce qu'il l'utilise pour servir un propos. Vous y avez été sensible aussi, parce c'est vrai qu'il y a des propositions qui sont géniales, qui sont complètement déroutantes. Je pense aux 8560 nombres qui ne servent pas à donner l'heure de Claude Koski. C'est complètement loufoque et en même temps, c'est génial parce qu'on voit que chacun a cherché à s'approprier l'unité de temps. C'est ça, et c'est très intense parce que chacun y met sa vision du temps. Effectivement, Claude Koski, lui, est un artiste qui aborde avec humour le sujet, et l'œuvre dont vous parlez, en fait, c'est un ensemble de 80 volumes. Donc dans l'exposition, on en présente 6, et en fait, c'est tous les nombres qui seraient sur un affichage digital, mais qui sont inutiles pour donner l'heure. Donc par exemple 24-78, ça n'existe pas sur une montre, mais pour lui ça existe. Mais pour lui ça existe, et c'est ça qui compte. C'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est presque dans le registre de l'absurde, et il y a beaucoup d'humour dans cette exposition. Il y a beaucoup de manières de questionner, parfois de manière loufoque, et en tout cas très artistique et très créative, l'unité de temps. Dans une troisième section, au fil des jours, on change d'unité de temps et on s'intéresse aux jours qui passent. Alors là, c'est l'occasion de retrouver un historique de la Poste, évidemment, qui dialogue avec le calendrier de Frank Scurti ou encore le chrono de Susanna Hertrich. Là, c'est le symbole du temps qui s'écoule. Voilà. C'est intéressant, encore une fois, ces questionnements. Alors en fait, effectivement, cette troisième partie, au fil des jours, commence avec l'emblématique almanach des Postes. Donc avec une installation où, depuis 1760, le premier almanach, jusqu'à aujourd'hui, on a une cinquantaine environ de pièces des collections qui sont exposées. Puis le pendant en art contemporain, c'est ce calendrier où on voit le papier qui se déchire. Et en fait, l'artiste l'a réactivé pour l'exposition. Donc le rouleau comporte les durées exactes de l'exposition. C'est vrai ? Voilà. Ah, c'est génial. Donc on est connecté en temps réel, on n'a pas besoin de regarder sa montre, ni un calendrier, on sait le jour où on est dans l'exposition. Okay. Donc forcément, depuis le début de l'exposition, le tas est en train de gonfler. Et au final, au dernier jour, il y en aura par terre et il restera plus rien dans le rouleau. Donc là, c'est pour le côté, voilà, le temps s'écoule, chaque instant est inédit, on peut pas revenir en arrière à l'image d'un fleuve. Et c'est là où Étienne Klein, justement, apporte ce regard sur effectivement qu'est-ce que le temps, qu'est-ce qui s'écoule. Finalement, nous, c'est une sorte d'ancrage scientifique. Comment est-ce que vous le percevez ? Parce qu'il y a un côté, il nous guide tout au long de cette exposition. Il a un côté fil rouge, évidemment. Et puis il a sa personnalité. Tout le monde connaît Étienne Klein. Et en même temps, évidemment, cette caution scientifique qu'il apporte. Tout à fait. Et effectivement, le temps, c'est un de ses sujets de prédilection. Tout à fait. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de travailler tout au fil du projet. Et ce qu'il en est sorti assez naturellement, c'est que pour son apport au sein de l'exposition, ce soit des points audio, où il a enregistré du coup ses textes, ou alors des textes qui sont écrits pour apporter les éclairages. Il y a une dizaine de points qui sont répartis dans tout le parcours de l'exposition. Qu'est-ce que vous cherchez à aller provoquer chez les visiteurs, chez vos publics ? Une réaction, une émotion, j'espère. Ça, j'en doute pas. Voilà. Quel type d'émotion ? Poser des questions, il y a quelque chose de vertigineux, mais c'est pas forcément là-dedans que j'ai envie que les gens aillent. C'est plutôt interpeller, intriguer, peut-être. Vous avez parlé du temps présent. Voilà. Profiter de l'instant. Profiter de l'instant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand une exposition est une expérience et on oublie tout ce qui se passe autour. On arrive, on rentre et on vit un moment, un moment privilégié. Et j'espère que c'est ce que les gens pourront vivre dans l'exposition. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est évolutive, l'exposition, parce qu'il n'est pas toujours la même heure si jamais on revient. On ne sera jamais le même jour. Donc, les choses auront évolué. Oui, je dois dire que vous avez poussé les curseurs assez loin, justement dans les clins d'œil. Non, mais je trouve ça génial, parce qu'on parle d'une exposition qui traite de cette unité de temps, et justement, dans chaque installation où ça a été possible, vous avez poussé ce curseur au maximum pour qu'on soit, un peu dérouté quand même. C'est vrai que c'est une chance quand on propose un sujet d'exposition de pouvoir faire des recherches, rencontrer du monde, construire un propos, et puis au bout d'un moment on se dit jusqu'où on peut aller. Après il y a aussi le scénographe qui a choisi dans la scénographie de faire un clin d'œil aux horloges avec pas mal de vitrines qui sont rondes. Voilà, c'est pas forcément commun dans les expositions. C'est vrai. Donc pas mal de clins d'œil effectivement. Les choses se répondent. Sont proposées. Une dernière question aussi peut-être sur les artistes que vous avez sélectionnés, qui ont travaillé sur cette exposition. Est-ce que c'est l'occasion aussi de mettre en valeur un travail qui est peut-être pas suffisamment remarqué ? Après, c'est un choix d'œuvres qui a été fait. De les mettre tous ensemble, ça donne effectivement un regard différent pour le grand public. La question du temps. Sur la question du temps. Mais après, c'est un chouette challenge de raconter une nouvelle histoire en prenant des œuvres
qui existent. Qui sont très éclectiques et vous êtes fait plaisir en effet dans la sélection, on le sent. Donc, il y a plus d'une 50aine d'œuvres d'art contemporain qui dialoguent avec des dizaines d'objets des collections et qui sont issus de tous les fonds du musée. Que ce soit les cachettes, imbradate, marcophilie, la philatélie, les photographies, les objets historiques, jusqu'à la poste contemporaine. Donc c'est vraiment toutes ces archives aussi qu'on remobilise et on apprend des choses sur la poste. Est-ce que c'était aussi un des partis pris? Ça fait partie aussi, ça fait partie du cahier des charges. Mais ça ne se fait pas au détriment? Non, je trouve de la conception artistique de l'exposition. C'est que ce soit complémentaire en fait, c'est de raconter une nouvelle histoire et que les deux fusionnent. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça déroutant et je dois le dire assez vertigineux, mais dans le bon sens du terme. Merci beaucoup, Céline Neveu, d'être venue nous parler de cette exposition au Musée de la Poste. Ça s'appelle La Fabrique du Temps et on vous invite évidemment à aller la découvrir. On passe tout de suite à l'art de vivre. C'est parti. Alors qu'on célèbre le printemps, une autre fête vient dynamiser notre région. C'est le printemps du dessin. Organisé depuis 2017, c'est déjà la 8e édition. Et cette année, 22 monuments sont concernés en Ile-de-France. L'Arc de Triomphe, la cathédrale Saint-Denis, le domaine national de Saint-Cloud. L'occasion de s'initier à l'art du dessin en prenant de bons conseils auprès de nos artistes. On va en parler évidemment avec nos invités présentes en plateau. Karine Tissot, vous êtes directrice de la Drawing Society. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Sophie Arfan, merci également d'être là. Vous êtes adjointe au chef de département du développement culturel et des publics. Du 20 mars au 21 juin, des rencontres dans toute la France avec des dessinateurs. Au printemps, donc, l'idée c'est d'aller montrer, j'imagine que le dessin c'est un mode d'expression majeur, qu'on peut tous prendre un crayon et commencer à dessiner, mais que c'est quand même mieux quand on se fait accompagner par des gens dont c'est le métier et par des professionnels. Effectivement, nous, notre volonté, lorsque Christine Fall a lancé le premier printemps du dessin en 2017 avec le soutien du ministère de la Culture, qui nous a tout de suite suivis, et on a eu la chance ensuite d'être tout de suite accompagnés par le CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux, ce qui nous a permis de rayonner très rapidement sur le territoire. Pour nous, c'était essentiel tout de suite d'inscrire cette manifestation sur l'ensemble des territoires, ne pas rester juste en Ile-de-France, mais aller partout. On est content, cette année, on a même un lieu en Corse, d'associer aussi d'autres partenaires qui justement nous permettent d'aller à la rencontre et de lieux et d'artistes, comme l'ADRA, donc l'association du développement et la recherche pour les artothèques. C'est très très important d'avoir ces lieux aussi qui nous accompagnent. Le FRAC Picardie qui a été très dynamique aussi sur la région Hauts-de-France. Je me permets de revenir sur l'Île-de-France. 22 lieux en Île-de-France, des lieux qui font aussi le patrimoine de la région. C'est là où c'est intéressant, les choses se répondent. Vous avez parlé de cette envie que le printemps du dessin rayonne sur les territoires. C'est vrai que c'est un bonheur de découvrir des ateliers, des rencontres dans des lieux comme le château de Champs-sur-Marne, le domaine de Saint-Cloud, l'Arc de Triomphe, la cathédrale Saint-Denis, la cité de l'architecture et du patrimoine. Ça a du sens ? Mais oui, en fait, nous on essaye toujours de dire nos monuments sont ouverts à tous, venez, et d'avoir une rencontre avec un artiste contemporain, c'est extrêmement précieux. C'est pas quelque chose dans la vie de tous les jours auquel on a accès. Exactement. Et là, c'est vraiment l'occasion de dire venez rencontrer un artiste, venez découvrir sa pratique et venez pratiquer vous-même. Là, cette édition, elle met en avant le langage, l'écriture. Moi, je trouve que c'est très intéressant de le voir comme ça parce que ça permet de dire à vos publics, au public en général, que c'est une porte ouverte sur le monde, que c'est une porte ouverte sur l'autre, que c'est une autre manière de communiquer, de dialoguer, et que pour certains qui ont du mal parfois à s'exprimer, ça peut être une jolie manière de le faire. Je trouve que le dessin a cette faculté. On est effectivement, comme vous l'avez dit, on est tous nés avec presque un crayon, un stylo, un Posca entre les mains. C'est presque la première chose qu'on nous fait faire enfant. Exactement. Alors c'est une pratique en plus qui peut se perdre à un moment donné. Complètement. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, nous, c'est toujours ce que je dis, on a la chance de rencontrer et d'être en contact avec les artistes presque au quotidien. C'est une ouverture fabuleuse au monde, à une autre vision. Et nous, ce qu'on a voulu faire à travers cette manifestation, et sans faire l'écho, puisque nous, on est juste une caisse de résonance de ce qui se passe sur le territoire, c'est effectivement de faciliter ces rencontres dans des lieux qui ont l'habitude d'accueillir des expositions, des artistes, et puis dans des lieux où c'est plus surprenant éventuellement de voir de l'art, de rencontrer des artistes
vivant d'une génération active, et effectivement avec des pratiques qui vont de l'écriture à la sérigraphie, à la gravure, à la bande dessinée, effectivement comme vous l'avez dit, au langage et donc à l'écriture, qui font partie du champ graphique, des arts graphiques et donc du dessin contemporain et de toutes ces manières de s'exprimer en dessinant. Et c'est ça qui nous a vraiment motivés dans la volonté de construire ce printemps du dessin en partenariat avec ces acteurs qui font le territoire, qui irriguent le territoire et qui vont à la rencontre de publics qui pour nous sont difficilement accessibles, pour des raisons justement de territoire. Et c'est ça qui nous motive. Il y a une proposition formulée par lieu, avec derrière une promesse qui peut plus ou moins correspondre à ce que cherchent les publics. Mais comme il y a des propositions nombreuses, je le disais, 22 en Ile-de-France et éclectiques selon, bien sûr, les lieux qui les accueillent et aussi les artistes qu'on va pouvoir rencontrer, j'imagine que c'est des portes ouvertes et sur ces lieux de patrimoine et sur cette pratique du dessin. Mais oui, vraiment, à chaque fois, c'est pensé, on se dit pas il faudrait tel type de public, mais c'est vraiment la personne qui est en charge des publics dans le monument qui va se dire là, j'ai vraiment envie d'aller vers les scolaires. Donc, elle va rencontrer l'artiste et ils vont réfléchir à une proposition ensemble pour la proposer ensuite à des lycéens. Et ça va être la proposition de tel monument. Et puis d'autres vont se dire, moi, j'ai vraiment envie d'une grande fête sur un week-end entier où l'artiste va faire une fresque en collaboration avec les publics. Donc, je vais plutôt avoir, moi, porté cette proposition. C'est vraiment une construction événementielle de chacune des propositions en fonction des lieux, en fonction des publics et en fonction évidemment des artistes. Vous l'avez rappelé, ils sont au centre de cet événement et du printemps du dessin. Je trouve que des fois c'est très rigolo parce qu'il y a des clins d'œil qui sont faits aussi au lieu. Je pense à la basilique cathédrale Saint-Denis où on va pouvoir travailler autour des lettrines, des signes du zodiaque. C'est intéressant, le château de Champs-sur-Marne qui propose de dessiner les lignes d'un château classique. On retrouve certains codes évidemment. C'est bien aussi de savoir où on va et avec qui. En effet, vous le disiez, selon les publics, on peut avoir envie d'une chose, moins d'une autre. Il y a des ateliers, il y a des rencontres, il y a des conférences. Comment est-ce qu'on définit un programme qui est susceptible de plaire au maximum de monde et même à ceux qui, vous l'avez dit, n'ont pas tenu un crayon pour faire un joli dessin plus longtemps. Alors, chaque lieu est responsable de sa programmation, comme vous l'avez très bien dit. Chaque lieu en fonction de ses moyens aussi humains, bien sûr, de ses problématiques de territoire, choisit sa programmation. Ce qui est aussi important, c'est qu'on choisit sa programmation avec une rencontre avec un artiste. Nous, quand un lieu, des fois, n'a pas l'idée d'un artiste à inviter, on essaie de trouver aussi un artiste qui est sur le territoire. D'accord. Et c'est d'autant plus important de pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un à côté de qui on aurait pu s'asseoir sans savoir forcément qu'il était artiste. Génial, tout à fait. Donc il y a cette proximité aussi, c'est ce que donne aussi l'avantage de la pratique du dessin, c'est cette proximité qu'on a avec l'artiste. Un artiste qui dessine souvent vous dit voilà, je suis directement lié de ma pensée à la feuille, à la main. Tout à fait. Et là, l'artiste, quelque part, il propose au public, avec lui, de prendre sa main et d'être associé à cette pratique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Encore une fois, on l'a dit, on rencontre pas toujours des artistes. Je discutais encore récemment avec une artiste qui me disait, oui, c'est sur le salon qu'on organise, mais peu importe, c'est la même chose. Le fait de rencontrer un artiste, de se rendre compte qu'il y avait un public, un marché, c'est aussi une opportunité pour des gens et de jeunes générations, plus ou moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir se dire oui, moi demain je peux aussi devenir artiste. Il y a des gens que ça intéresse. Je peux continuer cette pratique parce qu'on a aussi affaire à des jeunes des fois qui sont un petit peu timides, qui ne savent pas que effectivement il y a aussi un marché pour le dessin contemporain. Et puis c'est pas parce que c'est moins intimidant et qu'on peut le pratiquer de manière plus spontanée que d'autres formes d'art que ce n'est pas un art à part entière et que ça n'a pas d'intérêt d'aller rencontrer des artistes parce que ce sont des artistes à part entière. Et c'est vrai que quand on pense dessin, on en a parlé tout à l'heure, on pense du premier dessin d'enfant, on pense au croquis, mais il y en a qui font des réalisations qui sont absolument incroyables. Incroyable, monumental. Enfin, c'est vraiment ça, et c'est ce que vous disiez. Il y a ces questions qu'on a envie de poser à un artiste, mais dans une salle de conférence, ça peut être extrêmement impressionnant. Ouais, là, on va pratiquer avec eux. Donc, souvent, quand on assiste à ce type d'atelier, on entend des lycéens qui posent des questions. Mais vraiment, t'en vis tu gagnes combien? Des choses hyper pragmatiques, mais hyper importantes aussi pour eux. Parfois, ils sont en train de suivre des voies artistiques, et ça
ça permet de se confronter à un choix, d'avoir un peu un père qui peut les guider. Et ça, c'est vraiment ce type de rencontre qu'on a envie de... Même quand c'est un loisir, j'imagine que ça permet de libérer aussi la créativité de ces jeunes. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront présents, évidemment, parce que c'est un public intéressant quand on pense au Printemps du dessin. Il y a aussi la foire Drawing Now Paris, qui va être un peu le pendant commercial. À la fin, c'est quoi l'objectif ? Très rapidement. Faire rayonner le dessin contemporain sur l'ensemble du territoire, qui effectivement, comme vous l'avez dit, est vraiment une pratique essentielle de l'art et essentielle pour les artistes. Les artistes sont toujours dessinés, alors ils ont eu plus ou moins de zoom en fonction des périodes dans lesquelles s'est inscrite leur pratique. Ils ont la chance aujourd'hui d'avoir différentes manifestations qui s'en font l'écho. Mais il faut continuer à les soutenir. Il faut continuer à les soutenir. Et puis, l'objectif, c'est effectivement de faire rayonner cette pratique, de faire connaître ces artistes, de faire connaître l'ensemble des champs graphiques, et puis effectivement d'adresser les publics les plus larges, les plus différents possibles. Effectivement, on a parlé des jeunes, mais il n'y a pas seulement les jeunes, il peut y avoir des publics empêchés. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et on vous invite à aller découvrir la programmation qui est très riche sur le site du Printemps du dessin, parce que c'est impossible de vous détailler toutes les propositions. Il y a encore plein d'ateliers en cours. J'allais dire, il y a des choses dès ce week-end. Et donc on y trouve son goût et on trouve un choix qui correspond à tous les publics. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT. Excellente soirée.